chers élèves, pour démarrer ces cours de français dans ces conditions surtout exceptionnelles, je voudrais m'adresser à vous pour vous dire qu'on doit pousser les choses en avant quand même. Malgré tout, on doit avancer. Le confinement ne va pas durer longtemps et on doit assurer nos cours d'une manière ordinaire, même si c'est de loin, mais ça va marcher quand même. Bon, pour commencer les choses, donc, je rappelle le lexique thématique en relation avec le module d'apprentissage numéro 5, le thème à la lumière de la raison. La raison, c'est un nom féminin dérivé du verbe raisonner, qui signifie réfléchir, jeter un regard critique sur, avoir un esprit critique, donc peser le pour et le contre. Autrement dit, raisonner, c'est faire preuve de sagesse, donner un jugement juste, un jugement sensé, je vais ajouter l'accent aigu, un jugement prouvé et bien fondé. L'adjectif dérivé du verbe raisonner et du nom la raison, c'est l'adjectif raisonnable, c'est-à-dire qui s'appuie sur la raison, qui s'appuie sur la logique. Les adjectifs antonymes en relation avec l'adjectif raisonnable, irraisonnable, on a composé l'adjectif à partir d'un préfixe d'opposition, ir, c'est-à-dire absurde, qui est exactement illogique, insensé, c'est-à-dire ce qui n'a pas de sens. Des choses sensées, c'est-à-dire des choses raisonnables, et des choses insensées, des propos insensés, des idées insensées, c'est-à-dire des idées qui n'ont aucun sens, donc des idées qui sont totalement illogiques. Voilà donc l'aperçu très courte, très brève, en titre de rappel, en relation avec le lexique thématique, avec des notes très simplifiées. Voilà. Donc, et je vais passer maintenant à la première explication du texte. J'ai choisi un texte qui touche peut-être tout le monde aujourd'hui, un extrait de François de Closet. Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. Le support, c'est à la page 192 de votre manuel scolaire. Voilà. Comme d'habitude, on va commencer par quelques notes qui vont présenter l'auteur. Donc, François de Closet, c'est un journaliste, tout d'abord. François de Closet, journaliste et écrivain français contemporain. Et quand on dit un écrivain contemporain et surtout un journaliste, c'est-à-dire il a l'esprit critique, il a le regard critique des problèmes en relation avec la société contemporaine, notre société d'aujourd'hui, donc des problèmes qui nous touchent, dans lesquels nous existons, des problèmes qui sont très près du lecteur d'aujourd'hui. Donc le texte à la page 192, il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. N'est-il pas frappant de constater que nous manifestons tant d'agressivité, de tension et de frustration au milieu de nos prospérités, alors que l'on rencontre tant de gentillesse, d'urbanité et d'hospitalité dans des sociétés beaucoup plus misérables? Le moindre marché africain, la plus simple place du village arabe, donne une leçon de savoir-vivre à nos Champs-Élysées, pour autant que le choc du monde moderne n'ait pas complètement dissocié le cadre traditionnel. Naturellement, les rapports humains ne sont pas toujours aussi faciles qu'il y paraît dans les pays pauvres, et ils ne sont pas aussi mauvais qu'on pourrait le croire chez nous. Il n'en reste pas moins que nous avons fondé toute notre civilisation sur les sentiments de compétition et d'insatisfaction, sur les désirs de domination et de possession. Ce fut le secret de notre succès. Mais à présent que les résultats sont acquis, c'est les payer trop cher que de continuer à vivre de la sorte. Nous avons la possibilité de restaurer, et sur de meilleures bases, une société chaleureuse et fraternelle. Le temps n'est plus où la satisfaction de quelques-uns devait passer par la misère du plus grand nombre. Les biens matériels existent, quand bien même nous déciderions de remplir nos obligations vis-à-vis des peuples pauvres, nous aurions encore de quoi vivre à l'aise, à l'abri des besoins. Dès lors, le problème n'est plus d'accumuler les richesses, d'augmenter le confort et de forcer la technique. En tout cas, ce ne doit plus être le problème essentiel. Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. Or, on ne peut atteindre un bonheur authentique dans une société d'inégalité et de tension.
dans une nature sale et dévastée, dans un climat général d'avidité et de conflit. Le monde de demain aura d'abord besoin de confiance, de justice, de tendresse, de beauté, de sérénité. La technique a fait ce qu'elle pouvait pour nous faciliter la vie, mais les robots sont incompétents en matière de sentiments. La simple raison nous instruit aujourd'hui de ces évidences. Demain, la leçon sera donnée par les faits. L'entreprise technicienne s'écarte toujours davantage de la personne humaine. Ce décalage sera de plus en plus fortement ressenti. Tout citoyen verra la contradiction entre le possible et le vécu que dénoncent aujourd'hui les critiques. C'est alors que les jeunes générations comprendront que notre héritage ne doit être accepté que sous bénéfice d'inventaire. En l'examinant plus en détail, ils découvriront pêle-mêle des machines fort utiles, des illusions dangereuses, mais ils ne trouveront aucun art de vivre. Puissent-ils comprendre alors qu'il n'en existe pas sur la route que nous avons suivie. François de Closet, Le bonheur en plus, 1975. Bien, alors la deuxième étape ici, c'est l'explication ou l'analyse du texte. Analyse du texte. Donc, je vais commencer premièrement par la structure du texte. Alors, la structure fait penser à quoi? Quand on dit la structure du texte, c'est-à-dire le plan, les étapes du texte, les différentes séquences qui construisent peut-être la réflexion de l'auteur. Donc, les parties, les différentes parties du texte. Donc, quand on jette un regard sur le texte, on trouve qu'il y a 4 paragraphes. Alors, l'auteur, il a commencé par, dans le premier paragraphe, par une question. Je la relis. N'est-il pas frappant de constater que nous manifestons tant d'agressivité, de tension et de frustration au milieu de nos prospérités, alors que l'on rencontre tant de gentillesse, d'urbanité et d'hospitalité dans des sociétés beaucoup plus misérables? Donc l'auteur commence, le texte s'ouvre sur un constat. Donc le premier paragraphe du texte. Premier paragraphe. Donc, on va dire que l'auteur ouvre ou bien commence son texte par sa réflexion, par un constat. Un constat sur quoi? Il s'agit d'un constat sur les caractéristiques, les valeurs qui se trouvent à la fois dans le monde occidental et dans le monde oriental. Donc ici, la phrase, elle est divisée en 2 parties. Je redis la phrase. N'est-il pas frappant de constater que nous manifestons tant d'agressivité, de tension et de frustration? Je remarque qu'il y a l'agressivité, il y a les tensions, et il a dit les frustrations. Les noms sont utilisés au pluriel. Des tensions, agressivité et de tensions dans pardon, donc voilà. Par contre, ici, alors que il y a tant de gentillesse, il y a avec la gentillesse l'urbanité, et il y a l'hospitalité. Donc, la phrase, elle est divisée en 2 parties et ce signe d'opposition que j'ai marqué au tableau, il est exprimé par une locution conjonctive qui exprime l'opposition. Donc, il y a des caractéristiques qui qualifient le monde occidental. Ça, c'est l'Occident, avec un O majuscule, et là ce sont les caractéristiques de l'Orient, le monde oriental. Et le monde oriental, il est exprimé par quelle expression exactement? Dans la première phrase du texte, la deuxième phrase du texte, pardon, c'est le marché africain et la plus simple place du village arabe. Donc il y a une opposition claire
que l'auteur a essayé de mettre en relief à travers une phrase interrogative. Donc, je passe à l'interprétation de la première phrase. La première phrase du texte, la première phrase du texte est interrogative. Donc là, je m'arrête un peu. Quand on parle de phrase interrogative, c'est-à-dire, il s'agit d'une question. La question peut être une fausse question, comme elle peut être une question oratoire ou la question rhétorique. Donc ici, n'est-il pas frappant de constater que, donc il s'adresse normalement au lecteur. Donc là, il s'agit d'une question oratoire. Une question oratoire, pourquoi? Il s'agit d'une invitation. On va dire que l'écrivain invite le lecteur, appelle le lecteur à réfléchir avec lui, à réfléchir, à constater avec lui. Donc, le constat que de Closet a fait est un constat qui est très évident. Il y a un écart, il y a une différence entre l'Occident et l'Orient en matière des relations humaines. Et l'Occident, ici, dans la première phrase du texte, il est exprimé par le nous. Donc, l'Occident, c'est le nous. Et le nous, c'est un pronom personnel qui implique automatiquement le je. Et le je ici, c'est-à-dire François de Closet. C'est-à-dire l'écrivain s'accuse. C'est-à-dire quoi s'accuse? C'est-à-dire il se sent responsable des défauts, qui se sont propagés dans sa société. Dans sa société occidentale. Et quand on dit la société occidentale, c'est-à-dire l'Europe. Voilà. La deuxième phrase du premier paragraphe. Le moindre marché africain, la plus simple place du village arabe, donne une leçon de savoir-vivre à nos Champs-Élysées, pour autant que le choc du monde moderne n'est pas complètement dissocié le cadre traditionnel. Donc la deuxième phrase du texte, le premier paragraphe évidemment, la deuxième phrase du texte renferme des exemples. Donc, le premier exemple, le moindre marché africain. Le deuxième exemple, la plus simple place, il a dit, pardon, j'ai oublié le mot place, la plus simple place du village arabe. Et le troisième exemple, les Champs-Élysées. Donc, ce qui attire l'attention peut-être ici, c'est l'emploi de ces termes. Et surtout la plus. Donc, le moindre et la plus sont des termes superlatifs. En grammaire, on les identifie. Ce sont des superlatifs. Les superlatifs sont associés au nom, le marché, et la plus simple place du village. Donc, des adjectifs africain et arabe. Donc, ça permet de se référer au monde oriental, caractérisé par quoi? Le moindre marché et la plus simple place du village. Donc, la simplicité, la plus simple place du village, c'est la simplicité, c'est la médiocrité, donc c'est la misère. Par contre, le troisième exemple, les Champs-Élysées, c'est
le symbole de la richesse, donc du pouvoir, donc du développement de la richesse et du développement, du progrès en réalité. Donc, toujours, on revient à l'opposition monde occidental, l'Occident, et là, c'est le monde oriental. Voilà. Donc, quelle est l'utilité de ces exemples? L'utilité de ces exemples au début du texte. Donc, on remarque bien, et je reviens à la première phrase du texte, on a dit que c'est une phrase qui présente un constat, et le constat se présente sous forme d'une question oratoire, et la question oratoire, c'est une question qui invite à réfléchir, donc à partager l'opinion de l'écrivain. Le rôle des exemples ici, ils viennent pour appuyer le constat. Appuyer le constat. Et appuyer ici, c'est-à-dire consolider, c'est-à-dire renforcer, c'est-à-dire justifier et prouver que c'est vrai. Ce qu'il a dit au début, ce qui est présenté comme une évidence à travers la question oratoire, il est vrai. Donc ce sont des exemples d'autorité qui peuvent même remplacer des arguments, des exemples d'autorité qui viennent pour appuyer le constat de l'auteur qui se présente sous forme d'opinion personnelle. On passe au deuxième paragraphe. Donc les exemples utilisés par l'écrivain confirment bien ses propos. Il a continué sa phrase par dire donc ces exemples du marché africain et la plus simple place du village arabe donnent une leçon de savoir-vivre à nos Champs-Élysées. Le savoir-vivre, c'est-à-dire quoi? Le savoir-vivre, c'est-à-dire, déjà c'est un nom composé de deux verbes, savoir-vivre, c'est-à-dire il faut savoir vivre. Autrement dit, là, je veux bien dire que les pays pauvres sont capables de mieux vivre que les pays riches. Les pays riches. Donc la question ici, peut-être que l'auteur se pose et nous aussi on la pose, pourquoi? Donc pour répondre à la question pourquoi, on passe au deuxième paragraphe du texte. Donc là on va avoir l'explication donnée par François de Closet en relation avec le savoir-vivre que les Arabes sont capables de donner aux Européens en général, aux Occidentaux plus généralement. Donc, je relis une partie du deuxième paragraphe. Naturellement, les rapports humains ne sont pas toujours aussi faciles qu'il y paraît dans les pays pauvres. Il les a nommés ici, les pays pauvres. Et ils ne sont pas aussi mauvais qu'on pourrait le croire chez nous. Il n'en reste pas moins que nous avons fondé toute notre civilisation sur les sentiments de compétition et d'insatisfaction, sur les désirs de domination et de possession. Donc voilà l'explication qui est donnée par François de Closet. Ce sont les préoccupations peut-être des Occidentaux à accorder plus d'attention aux sentiments de compétition et d'insatisfaction. Donc je commence par prendre des notes ici. Le second paragraphe, il est généralement explicatif. Donc l'écrivain présente, l'écrivain cite les raisons dans le sens de les causes ici, les causes qui participent à dégrader les valeurs
humaine. Alors, quelles sont ces causes? Donc, il y a le sentiment d'insatisfaction, de compétition et d'insatisfaction. Les sentiments de compétition et d'insatisfaction. Deuxième raison, c'est le désir de domination et de possession. Les désirs, les mots sont utilisés au pluriel, exprès pour accentuer les choses. Les désirs de domination et de possession. Donc là, je m'arrête un peu pour quelques notes explicatives. Compétition, c'est-à-dire quoi? La compétition, c'est-à-dire plus ou moins la concurrence, c'est-à-dire chacun veut être le meilleur, chacun veut faire plus que l'autre. L'insatisfaction, c'est-à-dire toujours on est insatisfait. Être insatisfait, c'est-à-dire ne pas être satisfait de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Donc il y a toujours l'avidité, on veut avoir plus, l'avidité. Il y a aussi l'égoïsme à l'origine. Les désirs de domination et de possession, c'est-à-dire le plaisir de la puissance, de pouvoir. Le pouvoir et la puissance. Et plus qu'on possède, vers posséder, plus qu'on a besoin d'avoir plus. Donc, ça rejoint le sentiment de l'insatisfaction et de l'avidité. On est avide, c'est-à-dire on n'est jamais satisfait de ce qu'on possède. Voilà donc les raisons que l'auteur il a données pour expliquer la dégradation des valeurs morales. Pourquoi le monde oriental il est riche au niveau des valeurs morales? Parce qu'il est toujours satisfait, parce qu'il ne cherche pas à posséder, parce qu'il n'est pas avide. Au contraire, ce sont des peuples qui sont généreux, surtout avec les exemples du village. Et le village, c'est le symbole de la satisfaction, de la générosité, les villageois en général. Ce fut le secret de notre succès. Une courte phrase qui se présente à la suite de ces causes pour montrer que voilà le secret de notre succès. Si on s'interroge aujourd'hui pourquoi le monde occidental est un monde développé, voilà les raisons qui sont données par l'auteur. Et là, c'est le secret de notre succès. Il y a une certaine tonalité avec laquelle De Closet ici présente peut-être l'évidence ou bien la réalité ou la vérité de la chose. Pourquoi ce succès? C'est un succès amer. Et on sent bien la déception de Closet à travers cette phrase courte. Mais à présent que les résultats sont acquis, on a tout maintenant, le commande occidental, c'est les payer trop cher que de continuer à vivre de la sorte. On a tout réalisé. Monde occidental, le pouvoir de l'Europe, le pouvoir de l'Amérique, le pouvoir des pays riches et développés, donc l'injustice, l'inégalité, leur exploitation du monde oriental, de la simplicité des Arabes, de la générosité des Arabes. Maintenant, ils doivent tout payer à cause de leur avidité. Et toujours, on touche bien la déception, un peu l'amertume de l'auteur. Mais quand même, il n'a pas désespéré, il a dit que nous avons la possibilité de restaurer, c'est-à-dire de corriger, de reconstruire, d'améliorer et sur des meilleures bases, une société chaleureuse et fraternelle. Donc ce qui manque à la société occidentale, au lieu de ses défauts, il faut plutôt une société chaleureuse et fraternelle. C'est la chaleur humaine qui manque, c'est le sentiment de la fraternité, c'est la solidarité, c'est la sensibilité qui manque les Occidentaux. Le temps n'est plus où la satisfaction de quelques-uns devait passer par la misère du plus grand nombre. Et ici, il est en train de faire allusion à l'injustice des Occidentaux. Les biens matériels existent. La richesse, le pouvoir. Donc, société riche, ici, pour récapituler, une société occidentale, riche,
et développé. Sur quel plan? Matériellement, technologiquement, mais pauvre moralement. Par contre, donc l'auteur, on peut dire que l'écrivain aussi fait allusion aux qualités des orientaux, des Arabes en particulier. Il a choisi les Arabes, les Africains. Donc l'auteur fait allusion aux qualités des orientaux, des Arabes, malgré leur pauvreté matérielle. Ils sont riches moralement, matériellement. Ils sont riches moralement. Moralement, au niveau des valeurs humaines, ils sont très riches. Et il a beaucoup apprécié cela. Ils sont très riches. Une société, il a dit, chaleureuse et fraternelle. Une allusion faite aux sociétés africaines. Société chaleureuse et fraternelle, c'est à la ligne 12 dans le texte. Voilà. Dernière phrase du deuxième paragraphe. Quand bien même, et c'est une expression d'hypothèse, quand bien même nous déciderions de remplir nos obligations vis-à-vis des peuples pauvres, nous aurions encore de quoi vivre à l'aise à l'abri des besoins. Cette phrase, puisqu'il y a un moyen grammatical d'hypothèse, je peux le remplacer par si, quand bien même, plus le mode conditionnel comme ça figure, on touche bien peut-être le regret. Pourquoi? L'Occident, il a tous les moyens. Donc, la dernière phrase du deuxième paragraphe laisse exprimer le reproche et le regret de l'écrivain. Un reproche. Là où, pourquoi ne pas aider les peuples pauvres? Et le regret, dommage, on a tout, mais on n'a rien fait comme société occidentale. Bien, je passe maintenant au troisième paragraphe du texte. Donc le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe du texte de la ligne 16 à la ligne 24, dès lors, le problème n'est plus d'accumuler les richesses. Ce qui attire mon attention dans ce paragraphe, c'est l'utilisation des articulateurs logiques. À la ligne 16, on remarque bien l'utilisation de dès lors, ligne 18 or, et à la ligne 21, la fin du paragraphe mais. Donc dès lors, c'est un moyen de conséquence, de conclusion, de résultat. Dès lors, le problème n'est plus d'accumuler les richesses accumulées par les Occidentaux, d'augmenter le confort réalisé déjà dans la société occidentale et de forcer la technique, une société très développée sur le plan technologique et scientifique. En tout cas, ce n'est pas ça le problème. Donc, il faut plutôt s'intéresser à tout ce qui est moral, à tout ce qui est humain. En tout cas, ce ne doit plus être le problème essentiel. Donc ici, on touche bien à la conscience de François de Closet. Il est conscient, il a le sens de la responsabilité puisqu'il est un Français. Donc il s'accuse, il a une grande part de responsabilité. Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. Une phrase qui est choisie comme le titre du texte. Donc ici, on peut dire que la conséquence, ou les conséquences, ou bien les effets de ces raisons, de cette dégradation morale,
il présente les effets, malheureusement, les effets de cette dégradation morale. Dès lors, donc, ici on peut dire que l'écrivain de Closet fait le bilan. Il récapitule. Voilà les conséquences maintenant de notre puissance, de notre pouvoir, de notre injustice, de notre esprit de supériorité, de notre hauteur. Le problème n'est plus d'accumuler les richesses, d'augmenter le confort et de forcer la technique. En tout cas, ce ne doit plus être le problème essentiel. Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. Malheureusement, on n'a pas réalisé cela. Il s'agit... Et là, je vais m'arrêter un peu sur cette phrase. Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. Une phrase très simple, mais à mon sens très belle. Elle me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ici, l'auteur il a associé le verbe vivre et la notion du bonheur. La vie et le bonheur de l'homme. La notion de la vie. Avant tout, il faut vivre. Mais pas seulement vivre. Vivre comment? Comment on doit mener notre vie? C'est-à-dire s'interroger avec tout ce qu'on a réalisé, avec tout ce progrès, avec tout ce développement, est-ce qu'on est heureux? Donc c'est la notion du bonheur qui est mise en question. Le monde occidental, les Occidentaux aujourd'hui, est-ce qu'ils sont heureux? C'est une question problématique. La réponse évidente de l'auteur, non. Ils n'ont pas réalisé le bonheur vrai et véritable, mais il faut savoir le retrouver quand même. Or, on ne peut atteindre un bonheur authentique, un bonheur vrai, dans une société d'inégalité et de tension. Il reproche encore, dans une nature sale et dévastée, dans un climat général d'avidité et de conflit. Donc, le reproche de l'auteur, il se présente très clairement ici à travers une figure de style. À la ligne, elle commence déjà à la ligne, dans une société, ligne 19, 18 à la fin, jusqu'à la ligne 20. Premier élément de cette accumulation, une société d'inégalité et de tension. Donc les caractéristiques, voilà, comme un premier résultat, les caractéristiques de la société occidentale. Les caractéristiques de la société occidentale, présentées à la ligne 18, 19 et 20 dans le texte. Ligne 18, 19 et 20. Donc, il a dit les mots utilisés par l'auteur. Une société d'inégalité et de tension. Une société d'inégalité et de tension. Et ce qui attire mon attention ici, c'est l'utilisation du pluriel. Donc il n'y a pas une seule forme d'inégalité, beaucoup d'inégalité, beaucoup de tension. Une nature sale et dévastée, dans une nature sale et dévastée. Troisième élément, dans un climat général d'avidité. Dans un climat général d'avidité. Bien, alors, je remarque et je vais souligner tout d'abord une société d'inégalité et de tension, une nature sale et dévastée, un climat général d'avidité. 1, 2, 3. Donc, les caractéristiques de la société occidentale, une société d'inégalité et de tension, une nature sale et dévastée, un climat général d'avidité. Ce qui attire l'attention, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est l'emploi du pluriel. Le S du pluriel. Le pluriel ici, il est très significatif, il n'est pas utilisé
d'une manière arbitraire par l'écrivain. Les inégalités existent partout, les tensions, c'est-à-dire le désaccord, c'est-à-dire les conflits, c'est-à-dire la mésentente, les conflits, les désaccords, les problèmes existent partout dans la société occidentale. Une nature sale et dévastée. La nature, elle est sale. Peut-être le mot nature ici est un mot, puisqu'il est un mot polysémique, donc il ne peut nous permettre d'aller au premier sens. La nature, c'est-à-dire l'environnement, le climat, donc c'est la pollution. Ça peut être aussi dans le deuxième sens, la nature humaine, la corruption de l'individu dans la société occidentale et la corruption qui est très bien répandue. Dévastée, c'est-à-dire ravagée, détruite, dans les deux sens, comme je l'ai dit. Un climat général d'avidité, et l'avidité, c'est par opposition à la satisfaction. On n'est pas satisfait. Donc c'est l'égoïsme, c'est le désir de dominer, d'avoir plus, de posséder, donc c'est l'injustice humaine. Voilà donc pour les caractéristiques de la société occidentale qui se présentent comme des effets, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien qui se présentent comme des conséquences de ces défauts. Le monde de demain, la réflexion de l'auteur s'étend pour réfléchir peut-être sur l'avenir de l'humanité, sur les générations futures, sur les enfants. Le monde de demain aura d'abord besoin de confiance, de justice, de tendresse, de beauté, de sérénité. Donc cet exemple en relation avec les caractéristiques de la société occidentale est riche dans la mesure où l'auteur a utilisé ici une figure de style. Il s'agit d'une énumération. Et là, je signale que c'est une figure de style. L'énumération qui consiste à citer les différentes caractéristiques de la société occidentale comme je l'ai présenté avec les chiffres 1, 2 et 3. Dans l'énumération, on note aussi l'utilisation du lexique. Il y a un lexique dépréciatif. Je rappelle qu'on peut remplacer l'adjectif dépréciatif par l'adjectif péjoratif. Un lexique dévalorisant qui dévalorise notamment la société occidentale et c'est en même temps le champ lexical de la dépravation, de la corruption, facette, la corruption, qui caractérise la société occidentale, l'inégalité, tension, sale, dévastée, climat d'avidité. Donc, 3 procédés d'écriture, une figure de style avec 2 procédés lexicaux, le lexique dépréciatif ou le champ lexical de la corruption, qui peuvent caractériser le procédé donc, utilisé par l'auteur dans cette phrase. L'avant-dernière phrase du 3e paragraphe, le monde de demain aura d'abord besoin de confiance, de justice, de tendresse, de beauté et de sérénité. Donc l'auteur, il a projeté les choses, il a pensé aux générations futures. On a besoin de quoi, malgré tout? C'est une allusion faite aux caractéristiques de la société orientale. La confiance, la justice, donc je note la phrase. Le monde de demain aura besoin de confiance, de justice, de tendresse, encore de beauté et de sérénité.
Donc, si vous remarquez, de beauté et de sérénité. Je ferme les guillemets. Donc, allusion faite aux caractéristiques de la société orientale, c'est la confiance entre les individus, la justice, la tendresse, la beauté et la sérénité. Donc ici, c'est en contrepartie le champ lexical de la paix, de la tolérance, de la solidarité. Donc toutes les notions ici sont acceptables pour qualifier la société orientale. Et là, c'est une allusion faite à la société orientale. Cette construction, bien sûr, des deux phrases montre bien une opposition entre deux mondes complètement. Il y a un écart très clair entre la société occidentale et la société orientale. L'auteur finit le troisième paragraphe par la phrase « La technique a fait ce qu'elle pouvait pour nous faciliter la vie, mais les robots sont incompétents en matière de sentiments. » Donc une récapitulation très subjective à mon sens, parce qu'elle montre bien la déception de l'auteur. Donc ici la phrase « Les robots sont incompétents ». L'incompétence en matière de sentiments. En matière de sentiments. Alors, les robots, on s'arrête un peu là. Les robots, c'est-à-dire l'essor, le développement, le progrès, l'essor de la technologie qui fait preuve du génie humain, le génie de l'homme. Les robots, l'incompétence, c'est-à-dire l'incapacité, donc incapable, et incapable, c'est-à-dire faible, incapable, il y a un B à ajouter, incapable, c'est-à-dire sans pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir, leur pouvoir il est très limité, les robots, et quand on dit en matière du sentiment, tout ce qui est sentiment, c'est-à-dire tout ce qui est humain, donc le sentiment égale l'humain. Autrement dit, ce que je peux récapituler, on ne peut jamais humaniser. Le robot ne peut jamais devenir un homme. Humaniser un robot. On ne peut jamais humaniser un robot. C'est-à-dire, le progrès, il va toujours priver l'homme de la notion de l'humanité, malheureusement. Dernier paragraphe du texte, donc la dernière partie. C'est la conclusion de la réflexion de l'auteur. La simple raison nous instruit aujourd'hui de ces évidences. Phrase courte. Demain, la leçon sera donnée par les faits. Une deuxième phrase courte. L'entreprise technicienne s'écarte toujours davantage de la personne humaine. Un point. Une troisième phrase courte. Ce décalage sera de plus en plus fortement ressenti. Une quatrième phrase courte. Alors, une phrase courte et une phrase longue. Quelle en est la différence? La phrase courte est une phrase qui permet à l'auteur d'exprimer ses propos d'une manière très brève, très concise et les considérer comme des évidences, c'est-à-dire des choses que tout le monde doit partager normalement. Ce qui est présenté ici, ce sont toutes ces idées sont des évidences, c'est-à-dire des idées connues, des idées à partager par tout le monde. Donc on n'a pas besoin de les discuter, il faut vivre et vivre heureux. Savoir vivre et vivre heureux. Mais la démarche peut être suivie par l'homme occidental aujourd'hui ne lui permet jamais de garantir le bonheur à quoi il a aspiré.
Demain, la leçon sera donnée par les faits. Les faits, c'est-à-dire les réalités, les choses qu'on va toucher dans notre vie quotidienne. L'entreprise technicienne s'écarte. Elle est toujours loin et davantage de la personne humaine. Il y a le côté humain et il y a l'esprit génie de l'homme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a réalisé dans le domaine de la science, dans le domaine de la technologie, comment il a participé pour développer, pour pousser en avant son pays dans le domaine de la technologie en général. Mais qu'est-ce qu'il a préservé pour lui d'humain? Est-ce qu'il est encore un être humain? Ce décalage sera de plus en plus fortement ressenti, c'est-à-dire prochainement, les générations futures. Tout citoyen verra, et le verbe voir, il est utilisé au futur, simple, la contradiction entre le possible et le vécu. Le possible, c'est-à-dire, c'est un adjectif qui vient du verbe pouvoir. Je peux et on peut, le possible et le vécu. Le vécu, ça rejoint le verbe vivre. Vivre comment? Voilà la question qui est posée par l'auteur dès le début du texte. On est capable de faire tout. L'homme occidental, il a fait preuve qu'il est capable de tout réaliser, de tout défier et de tout faire aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est en train de vivre réellement? La déception, la tristesse de l'auteur, elle est exprimée d'une manière implicite dans le texte, mais aussi il y a le reproche, il y a le regret, il y a l'amertume. Tout cela est ressenti à travers sa réflexion. C'est alors que les jeunes générations comprendront que notre héritage ne doit être accepté que sous bénéfice d'inventaire. Les générations futures ne doivent jamais accepter ce que les Occidentaux ont réalisé, sauf lorsqu'ils vont faire l'inventaire. Et faire l'inventaire, c'est-à-dire quoi? Faire l'inventaire de quelque chose, c'est-à-dire peser le pour et le contre. C'est-à-dire jeter un regard critique. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme européen, l'homme occidental, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réussi à réaliser de positif? Mais aussi, il ne doit pas négliger ce qu'il a fait de négatif. Donc, les méfaits de la technologie sur la vie sociale en général. En l'examinant plus en détail, ils découvriront pêle-mêle des machines fort utiles, des illusions dangereuses, mais ils ne trouveront aucun art de vivre. C'est la réalité, malheureusement. Et la dernière phrase du texte, puissent-ils comprendre alors qu'il n'en existe pas sur la route que nous avons suivie. C'est un espoir, c'est un souhait, c'est une déception exprimée à la fin du texte par l'auteur. Il espère, il attend peut-être, il veut bien que les générations futures soient conscientes des avantages et des inconvénients de la société occidentale en général, du progrès technologique en général, de la modernité en général, des réalisations, des exploits, tous les défis qui sont réalisés par l'homme occidental. C'est un espoir, c'est un souhait, c'est un désir peut-être lancé, exprimé à la fin du texte avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de nostalgie, avec beaucoup d'amertume, pour voir les générations futures avec un peu plus de sens de responsabilité, avec un peu plus de conscience, pour peut-être rétablir les choses, pour restaurer peut-être l'ordre des choses en général. Donc je finis par des dernières remarques en relation avec le dernier paragraphe, par dire que l'auteur, l'écrivain, récapitule. C'est une forme de conclusion, donc le dernier paragraphe récapitule ses idées, sa réflexion, récapitule ses idées, sa réflexion. Il consolide toujours son constat du début, il consolide. Toujours son constat. Et le constat, je rappelle ici qu'il a présenté comme une thèse son constat du début.
c'est-à-dire la société occidentale, a tout réalisé, a réussi à tout avoir, mais elle a perdu la notion de l'humanité. La déception et la tristesse de l'auteur sont perceptibles à travers ses propos, mais il ne désespère pas quand même, n'a pas désespéré. Il ne désespère pas, deux points, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité des générations futures de faire l'inventaire. La déception et la tristesse de l'auteur sont perceptibles à travers ses propos, mais il ne désespère pas, puisque c'est la responsabilité des générations futures, comme il a dit, de faire l'inventaire. Et faire l'inventaire ici, c'est-à-dire faire le bilan des réalisations, de contrôler, de vérifier, de faire le bilan des réalisations, du progrès, etc. Et évidemment d'être consciente. Les générations futures doivent être conscientes, c'est-à-dire les générations futures doivent être conscientes et bien gérer les choses. Le paragraphe ou le texte se clôt par cette phrase. Se clôt, c'est-à-dire se ferme. Donc je vais noter juste la dernière phrase du texte. François de Closet, il a fini en disant « Puisse-t-il comprendre ?» Bien sûr, le pronom personnel « il » ici, c'est en relation avec les enfants, ceux qui vont avoir cet héritage. Puisse-t-il comprendre alors qu'il n'en existe pas, qu'il n'en existe pas sur la route que nous avons suivie. Donc, des remarques en relation avec cette phrase. Le « il », c'est-à-dire les enfants, en relation avec le texte exactement par quoi il a remplacé le pronom personnel « il », les jeunes. Les jeunes.
comprendre alors qu'il n'en existe pas. Le on ici remplace l'art de vivre. Sur la route que nous avons suivie, le nous, c'est-à-dire la génération qui a précédé les jeunes, donc les adultes, la génération ou les mêmes générations, tout simplement, les générations qui ont précédé les jeunes. C'est plus général. Donc, ici, on remarque que la phrase commence par un verbe au mode subjonctif, verbe pouvoir. Le mode subjonctif du verbe pouvoir. Donc ici, l'auteur exprime le souhait. Donc le Clésio, pardon, pas le Clésio, mais de Closet lance un souhait et exprime un souhait. L'écrivain souhaite la conscience des générations futures pour préparer un futur meilleur, un avenir, pour éviter la répétition, un avenir meilleur. Voilà, c'est tout. On passe maintenant à la synthèse pour finir le texte. François de Closet jette un regard critique sur la société occidentale. Il dénonce, ou bien il jette un regard critique, la dénonciation. Il dénonce le progrès réalisé au détriment, aux dépens des valeurs morales. En effet, le pouvoir de la matière aveugle les êtres humains au point qu'ils deviennent insensibles et inhumains. La structure comparative, donc la comparaison entre l'Occident et l'Orient présentée dans tout le texte, permet à De Closet de mettre à nu, de montrer, de prouver, de clarifier, de mettre en évidence la réalité décevante, adjectif participe présent du verbe, c'est un adjectif ici, donc à base de participe présent du verbe décevoir, la réalité décevante de l'homme occidental. La raison est bien évidemment la capacité de discerner, c'est-à-dire de distinguer le bien du mal afin de déceler tant de carences, tant de faiblesses, tant de dérives, tant de défauts. Il faut mettre les choses à la lumière de la raison. De Closet finalement fait appel alors à l'humanité, aux hommes dans le monde entier, aux occidentaux spécifiquement, pour privilégier la personne humaine avant toute chose et non l'entreprise technicienne. Autrement, c'est l'homme qu'il faut sauver. Voilà, donc on a terminé l'explication de cet extrait de François de Closet. L'idée, la réflexion de l'auteur, elle est bien pertinente. C'est une critique du monde occidental et c'est l'éloge en contrepartie des orientaux, des arabes, des africains, comme il a dit à travers les exemples. Voilà, donc un des pôles sur quoi les écrivains ont réfléchi en faisant l'esprit critique ou en jetant un regard critique sur la réalité qui les entoure d'une manière générale. Beaucoup d'écrivains ont abordé ce rapport Orient-Occident, la progression et le progrès et la régression en même temps des valeurs morales. C'est l'idée que De Closet a voulu mettre en évidence à travers son extrait. J'espère que j'ai mis le doigt sur toutes les idées, sur tous les détails, sur tous les aspects de la réflexion de l'auteur. Et voilà, je vous espère bien sûr beaucoup de courage, une bonne continuation, révisez, suivez les choses comme il faut et j'écoute toujours vos remarques et vos commentaires.